dans la vidéo précédente, on a donc vu les conditions qu'il fallait satisfaire pour qu'une masse soit observable. Il faut qu'elle occupe un domaine d'espace, delta R, qui soit entre ces deux inégalités. Et que si on va à la limite où ces deux quantités coïncident, eh bien on trouve à ce moment-là que l'univers a une échelle de taille finie, qui est donc ce qu'on appelle la longueur de Planck. On reviendra là-dessus quand on parlera de la conscience, les conséquences de ça. Là, ce qu'on va faire, c'est regarder maintenant si les deux théories sont compatibles. Je vous rappelle, physique quantique et relativité générale. Alors en fait, c'est assez facile. Pourquoi? Bien parce que, une fois que j'ai compris qu'il y a une longueur de Planck, je peux aussi définir ce qu'on appelle une masse de Planck. C'est-à-dire que si je prends la loi de gravitation et que j'égale ceci à la loi de Coulomb, je vois qu'apparaît de nouveau le carré d'une masse, et si je prends la racine carrée, je vais avoir donc une masse de Planck, une longueur de Planck, ou un temps de Planck que j'obtiens en multipliant, en divisant la longueur de Planck par la constante universelle petit c. Et ça c'est bien, pourquoi? Parce que si je veux calculer la densité d'énergie qui est dans le vide, je prends la masse de Planck, je divise par la longueur de Planck et par le carré du temps de Planck, ça fait c'est homogène à une énergie. Concrètement, ça veut dire prendre la vitesse de la lumière à la puissance 7, divisé par la constante de Planck et divisé par le carré de la constante de gravitation. Toutes ces valeurs sont connues. Hein. Ça fait 5 10 puissance 113 joules par mètre cube. Je ne sais pas si vous imaginez, dans un mètre cube de vide, la troisième quantification nous dit qu'il y a 5 10 puissance 113 joules. C'est-à-dire un 1 suivi de 112 zéros. C'est beaucoup, hein. Bon, mais c'est comme ça. L'autre théorie, qui est la relativité générale, elle nous dit qu'il existe une puissance maximale dans l'univers, qui est donnée par la puissance 5 de la vitesse de la lumière que divise 4G. Là, il n'y a pas le quantum d'action, parce que je suis ici sur ce pôle, où il n'y a pas le quantum d'action, donc j'ai juste C et G. Et que d'autre part, une masse, pour être observable, doit avoir un rayon qui est supérieur à 2G sur C2 fois le produit de cette masse. On peut introduire une notion qui est typique de la relativité générale, qui est la constante cosmologique, qui est liée au fait que l'univers a un âge, et que cet âge de l'univers, c'est 4 10 puissance 17 secondes. Lorsqu'on injecte cette notion que l'univers est né à un moment donné, ça s'appelle le Big Bang, et que cette constante cosmologique, elle est donnée par cette relation, eh bien on peut écrire là aussi une densité d'énergie pour ce vide, pour l'éther, qui est de C2 sur 8 πg fois le temps de l'univers au carré. Et là, on trouve une densité d'énergie d'éther de 0,5 nanojoules par mètre cube. Et là, on ne comprend plus rien. Parce que si on veut dire que l'éther et le vide, c'est la même chose, ben on est obligé de dire que l'éther, on a très peu d'énergie. Dans un mètre cube, je trouve 0,5 nanojoules. Alors que dans le vide quantique, dans un même mètre cube, je trouve 5 puissance 13 de cette même énergie en joules. Vous voyez que c'est incompatible. C'est-à-dire que les deux théories, physique quantique et relativité générale, sont en conflit. Et je vous informe que ce conflit n'est toujours pas résolu. Il y a des théories qui cherchent à le résoudre. Il y en a une, par exemple, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle la gravitation quantique à boucle. C'est-à-dire qu'on va... La gravitation quantique, c'est ici. On va rajouter la contrainte de vitesse finie de projection de la lumière pour trouver des boucles. Et que nous dit cette théorie? Ben, que l'espace, en fait, n'a pas 3 dimensions comme on pourrait le croire, mais une seule. Voilà. L'espace, c'est ça. Et ici, j'ai des petits volumes élémentaires, longueur de Planck, temps de Planck, masse de Planck, qui sont symbolisés par ces petits triangles. Et regardez ce qui se passe si je fais des boucles. Si je tortille l'espace sur lui-même, le temps aussi, bien sûr, parce que espace, temps et masse, c'est la même chose. Je tortille, et je peux faire ça comme je veux. Hein.
ben, j'en arrive à faire des boucles. C'est une façon de faire, mais il y en a une infinité. Et là, je vois que l'espace s'est bouclé sur lui-même, et ces boucles définissent, se manifestent en 3 dimensions, évidemment. Donc je suis passé de 1 dimension à 3 dimensions, en faisant des boucles d'espace-temps, qui sont aussi, d'après la théorie de la relativité générale, des boucles qui contiennent de la masse, évidemment, puisque masse, espace et temps sont équivalents. Donc voilà, on en est là, en physique actuellement, c'est-à-dire on sait que on peut faire une 3e quantification. Donc cette 3e quantification, ça consiste à dire l'éther existe, mais il est granuleux, il n'est pas lisse, c'est-à-dire qu'il y a une longueur caractéristique. Quand je vais à 10-35 mètres, ou à un temps caractéristique que j'obtiens en divisant cette longueur par la vitesse de la lumière, quand je suis là, je vois que le temps, l'espace sont quantifiés. Il y a des petits grains. C'est pas continu. Et comme les différences entre ces grains sont très petites, évidemment, moi, à mon échelle, je perçois ça comme un continuum. Mais en fait, ce continuum est fait de boucles, il y a des tout petits trous de l'ordre de 10-35 mètres cubes, là, et on ne les voit pas à notre échelle, mais ils sont là. Et c'est donc trouver une théorie où, évidemment, quand on va faire le calcul de l'énergie du vide, on trouve évidemment le même chiffre. Et pas 2 chiffres qui, je vous rappelle, là c'est des nanojoules par mètre cube, donc 10-10. Là c'est 10 puissance 113, donc ça veut dire qu'on a 2 théories qui sont en désaccord sur 125 ordres de grandeur. Ça veut dire que ce n'est pas un petit problème, c'est un gros problème. Et donc on sait très bien que la relativité générale ou la physique quantique sont problématiques encore, sont de bonnes théories, mais à des échelles suffisamment petites, elles sont contradictoires, donc il faut en trouver une plus générale. Alors il y a la gravitation quantique à boucle, que j'aime bien, qui permet de résoudre un petit peu le problème, mais il y a aussi ce qu'on appelle la théorie des cornes, des supercornes, que je n'aime pas du tout. Mais bon, ça après, comme on n'a aucune évidence expérimentale que l'une est supérieure à l'autre, on ne sait pas. Après, moi je préfère la gravitation quantique à boucle, parce qu'elle part de la relativité générale et elle introduit le quantique. L'autre théorie part du quantique et introduit la relativité générale. C'est-à-dire qu'en théorie quantique à boucle, vous partez donc de là et vous allez jusque là, alors que dans l'autre sens, vous allez comme ça dans le cube. Bon, c'est 2 façons de faire. L'une, il n'y en a pas de meilleure, et on en est encore là. Donc là, on ne peut pas aller plus loin actuellement dans la science. On a atteint le point ultime de compréhension de notre univers. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est comment on peut injecter ces données-là, qu'on a appris des choses. On a appris que, par exemple, vide et matière sont équivalents. C'est-à-dire que la matière n'existe pas, en fait, c'est du vide. Et c'est bien ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Quand on calcule la masse de quark dans un individu de 70 kg, on ne rend compte que d'une toute petite, à peine moins d'1% de sa masse. Tout le reste, c'est du vide, qui est de l'énergie. Donc, ça reste réel, même si on n'a pas de théorie une théorie unique pour bien comprendre ça, le fait, lui, est sûr. C'est-à-dire que la matière n'existe pas. Et évidemment, maintenant, l'idée, c'est que quand vous voyez une structure matérielle, vous savez que cette structure matérielle n'existe pas en tant que telle. C'est une illusion. Les constituants élémentaires de cette matière n'arrêtent pas de se désintégrer et de se reformer en tout instant. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est important, parce que quand on est en face d'un caillou, on peut se poser la question, bon, bah oui, ok, le caillou se désintègre et puis se reforme, à une échelle de la yoctoseconde, pourquoi pas. Mais quand on a en face de nous une matière vivante, ben là, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que la vie? Pourquoi il y a la conscience? Et ces questions-là, comme on l'a vu, sont au centre de cette unification de la physique que l'on recherche. Donc on verra ça dans d'autres programmes de wiki, en particulier quelque chose qui est maintenant qu'il faut vraiment s'intéresser, c'est qu'est-ce que la vie?
comment on peut définir un être vivant par rapport à un être qui n'est pas. Et on verra qu'il y a encore des solutions, il y a encore des choses qu'on peut apprendre, non plus en essayant de marier la relativité générale et la physique quantique, c'est pas possible. Nous, on ne sait pas encore le faire. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on sait très bien, c'est que toute la science ne peut pas se faire sans lumière. On a besoin de lumière. Pour voir les choses, pour observer, il faut de la lumière. D'où l'idée que peut-être la lumière a des choses à nous apprendre. Ça, c'est ce qu'on verra dans d'autres vidéos.